Président de l'ARCOM, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, cette audition est bien entendu l'occasion de revenir, comme on le fait chaque année, enfin comme on le fait chaque année sur votre rapport d'activité, mais c'est aussi l'occasion de faire un bilan des 2 premières années d'existence de l'ARCOM. Cette audition est aussi et surtout l'occasion d'aborder avec vous les nombreux sujets d'actualité liés à l'audiovisuel et au numérique. Et cette année encore, ils sont nombreux. Ils concernent bien entendu l'audiovisuel public, auquel les membres de la commission demeurent particulièrement attachés, mais dont l'avenir suscite chez bon nombre d'entre nous des interrogations, pour ne pas dire des inquiétudes. Ces interrogations concernent d'abord la stratégie du gouvernement à l'égard des sociétés qui le composent. Nous avons bien compris que la réforme du secteur de l'audiovisuel n'était pas la priorité de la ministre de la Culture. Pour autant, en décalant de mois en mois la présentation des nouveaux COM, nous en venons à nous interroger sur la nature des objectifs que l'actionnaire public entend assigner aux entreprises de l'audiovisuel public pour la période 2024-2028, c'est-à-dire qui commence maintenant dans 3 semaines. Ces inquiétudes portent également sur les modalités de financement des sociétés de l'audiovisuel public, alors que la poursuite du financement via une fraction de TVA est suspendu à une éventuelle réforme de la loi organique relative aux finances publiques. Nous sommes là encore dans l'attente des précisions du gouvernement sur ses intentions concernant non pas 2024 comme pour les COM, mais l'après 2025 et la question du financement. Je ne vous demanderai pas, Monsieur le Président, si vous partagez l'ensemble de ces interrogations qui ont malheureusement conduit le Sénat à rejeter les crédits de l'audiovisuel public il y a une dizaine de jours. Si j'ai bien conscience qu'il ne nous appartient pas de commenter les choix du gouvernement, ou plutôt son absence de choix, je ne peux résister à l'envie de connaître le sentiment du régulateur sur le climat d'incertitude qu'ils font peser dans ces temps troublés sur l'audiovisuel public. Ces incertitudes sont d'autant plus regrettables que les acteurs de l'audiovisuel sont contraints de poursuivre leur mutation pour répondre à l'évolution des usages et des technologies. Parmi ces mutations, il en est une dont nous avons débattu ici même en janvier dernier et qui concernait la diffusion des services de radio sur le numérique terrestre. À l'occasion de cette table ronde, vous aviez annoncé votre intention en présence de l'ensemble des acteurs du secteur. Premièrement, de donner un coup d'accélérateur au déploiement du DAB+, afin de trouver une solution à la saturation de la bande FM, et également de préparer un livre blanc sur l'avenir de la radio, à l'image de l'initiative prise en son temps par le régulateur britannique. 1 an après ces annonces, pouvez-vous, Monsieur le Président, nous informer des progrès accomplis en ces 2 domaines? L'ensemble des éditeurs vous ont-ils suivi sur un terrain qu'ils semblaient appréhender faute d'accompagnement financier suffisant de l'État? Monsieur le Président, je voudrais compléter ce propos introductif par quelques mots sur la lutte contre le piratage, à laquelle notre commission, bien entendu l'ARCOM également, est particulièrement attachée. Nous avions organisé en octobre 2022, en présence de Denis Rapone, une table ronde sur la mise en œuvre de l'article 3 de la loi du 25 octobre 2021, donnant à l'ARCOM la possibilité de bloquer les sites miroirs retransmettant illégalement les événements sportifs. La question problématique du partage des coûts du blocage avait été évoquée, de même que la nécessité d'impliquer l'ensemble des intermédiaires de l'écosystème Internet pour rendre la procédure encore plus efficace. Où en sommes-nous aujourd'hui et comment réagir à la commercialisation florissante des boîtiers d'IPTV illégaux? Enfin, Monsieur le Président, nous sommes intéressés de vous entendre sur la façon dont les médias français couvrent le conflit au Moyen-Orient. Vous avez organisé il y a quelques jours une réunion avec les principaux acteurs. Pourriez-vous nous préciser si vous considérez que cette couverture par les médias français de l'événement correspond aux attentes ou aux exigences de l'ARCOM? Je vais à présent, Monsieur le Président, vous laisser la parole, non sans avoir préalablement rappelé que cette audition est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, permettez-moi d'abord d'exprimer mes vives félicitations à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont été élus ou réélus
à l'occasion du récent renouvellement du Sénat. J'ai naturellement une pensée particulière pour vous, Monsieur le Président, qui venez d'être reconduit à la tête de cette belle commission. Je salue la désignation de Monsieur Vial également comme rapporteur sur des sujets que nous aurons en partage. Et je suis très heureux que nous puissions poursuivre nos échanges auxquels j'accorde, vous le savez, la plus grande importance. L'ARCOM a eu la chance, depuis 5 ans, de toujours bénéficier à la fois de l'écoute de votre commission, mais surtout de son soutien. Votre commission, dont l'investissement et l'expertise reconnus de longue date dans le domaine audiovisuel sont très précieux pour l'ensemble du secteur. Les défis auxquels sont confrontés les acteurs, tant publics que privés, de notre paysage audiovisuel rendent en effet plus nécessaire que jamais l'attention des pouvoirs publics dans leur ensemble aux difficultés qu'ils rencontrent. La présentation devant votre commission de notre premier rapport d'activité, en réalité, puisque l'ARCOM a vu le jour le 1er janvier 2022, va me permettre d'abord de revenir sur le bilan de l'autorité, une autorité très profondément transformée sous l'impulsion du Parlement et tout particulièrement sous l'impulsion du Sénat, tout particulièrement transformée depuis 5 ans et qui est pleinement opérationnelle depuis sa création. D'évoquer ensuite les transformations qui sont à l'œuvre dans le secteur et leurs implications pour les opérateurs comme pour les pouvoirs publics. Et puis enfin, d'aborder devant vous les grands chantiers de l'ARCOM pour l'année à venir, qui sera, vous le savez, la dernière année de mon mandat. Comme en témoigne ce premier rapport d'activité, l'ARCOM a été à pied d'œuvre dès sa création pour remplir ses différentes missions et achever sa création. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, le collège s'est réuni 77 fois en collège plénier, a étudié 1100 dossiers, organisé plus de 38 auditions sur les questions du secteur. Je vais rappeler quelques échéances de cette première année d'exercice. L'organisation des élections présidentielles et législatives qui, naturellement, ont très fortement mobilisé nos équipes en charge du contrôle du pluralisme, en lien étroit avec les médias audiovisuels, mais aussi, au titre de nos compétences, avec les plateformes numériques, les partis politiques, bien évidemment, et les équipes des différents candidats. Nous préparons d'ores et déjà très activement un scrutin qui aura, nous le savons tous, des enjeux majeurs, qui est le scrutin européen de juin 2024. L'année 2022 a été marquée aussi, vous le savez, par d'importants projets de consolidation dans le secteur audiovisuel qui ont beaucoup mobilisé les services de l'autorité. Je pense au projet de rapprochement entre TF1 et M6 qui n'a pu aboutir, mais je pense aussi au projet d'OPA, maintenant autorisé, du groupe Vivendi sur le groupe Lagardère. Je pense également au processus de nomination que nous avons dû mener l'année dernière, d'une part à la présidence de Radio France et d'autre part à la présidence de France Média Monde. Je pense également au renforcement de notre engagement européen et international, d'abord au sein du réseau européen des régulateurs, l'ERGA, où l'ARCOM joue un rôle central, mais aussi au sein du réseau francophone qui rassemble tous les régulateurs qui ont notre langue en partage, le REFRAM, et dont nous avons pris la présidence en 2022 jusqu'à la fin de 2024. Je pense enfin, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, dans votre propos liminaire, à la lutte contre le piratage avec les nouveaux outils dont le Parlement a doté l'ARCOM et le Sénat a joué un rôle décisif en la matière. Pour la seule année 2022, c'est plus de 1600 sites illicites que nous avons bloqués pour cette première année dans le seul domaine du sport. C'est considérable. Il y a incontestablement un avant, un après. À la date d'aujourd'hui, on est au-delà de 2500 sites. Donc c'est un effort tout à fait spectaculaire. Et à cet égard, on pourrait y revenir. Nous pensons à l'expérience que le cadre juridique adopté en 2021 pourrait probablement être encore renforcé concernant le piratage culturel, cette fois, je pense à la lutte
contre le piratage dans le domaine du cinéma, en accélérant, par quelques ajustements du cadre juridique, en accélérant les délais de traitement pour limiter les phénomènes de contournement et étendre la portée du dispositif. Au-delà de ces importants dossiers donc, qui ont marqué notre première année d'activité, nous avons connu d'autres dossiers très structurants pour une première année d'exercice. Nous avons lancé un observatoire des podcasts, qui est un de ces mouvements nouveaux que nous observons dans le secteur audiovisuel et qui va jouer bien sûr un rôle très important. L'accélération du déploiement de la radio numérique terrestre, qui va couvrir désormais dans quelques semaines plus de 60% de la population métropolitaine. Donc on a franchi maintenant des étapes décisives. Je pense également à notre campagne enfants et écrans au titre de nos activités de protection des plus jeunes, ou à la conclusion des contrats climat qui marquent l'investissement de notre autorité sur les sujets de protection de l'environnement. En parallèle, il nous a fallu mener à bien la transformation de notre institution pour déployer la création de l'ARCOM. De nombreux chantiers ont été menés de front. Notre collège a été élargi à 9 membres désignés par 5 autorités différentes. Nous avons adopté un plan stratégique pour l'autorité qui couvre la période qui nous mènera jusqu'à 2025. Nous avons créé, au titre de nos nouvelles compétences, une direction de la création qui couvre l'ensemble de la protection du champ de la création, de la fixation des obligations en matière de financement de la production qui pèsent sur nos acteurs jusqu'à la protection du droit d'auteur. Nous avons organisé la montée en puissance de notre nouvelle direction des plateformes en ligne pour mettre en œuvre les nouvelles compétences qui sont les nôtres en matière de régulation des grands acteurs de l'Internet. Nous avons, conformément à la loi, organisé la fusion de nos instances sociales, de nos règlements de gestion, et nous avons regroupé nos locaux pour accueillir l'ensemble de nos collaborateurs à la suite de la fusion donc, entre l'ancien CSA et l'ancienne Adopi. Nous allons d'ailleurs, je vous en informe, devoir chercher une nouvelle implantation puisque notre propriétaire nous a fait part de son intention d'effectuer des travaux de restructuration majeurs dans notre site historique, la Tour Mirabeau. Et donc nous allons devoir la quitter. Nous emménagerons dans de nouveaux locaux au plus tard fin 2024. Donc décidément, ce mandat aura été particulièrement riche puisqu'il s'achèvera, y compris par une implantation nouvelle de l'autorité. Un mot maintenant, si vous le voulez bien, sur les transformations de notre paysage audiovisuel qui implique à nos yeux, et je sais que votre commission l'est, et je l'en remercie, qui implique à nos yeux d'être particulièrement à l'écoute et en appui de l'ensemble de nos opérateurs nationaux, publics ou privés, pour les accompagner dans leur indispensable réorientation stratégique. Ces transformations, on pourra y revenir, sont à mes yeux de 3 ordres. Nous observons d'abord, vous le savez tous, une profonde transformation, je parlerai même volontiers d'une révolution des usages. On ne consomme plus les contenus audiovisuels comme on les consommait dans ma jeunesse, sur le canapé familial, en regardant l'écran de télévision au salon. Cette transformation des usages s'exprime notamment par la bascule de la consommation des contenus vers des consommations de plus en plus à la demande. La durée d'écoute individuelle, qui est l'instrument de mesure pour tous les opérateurs du secteur, la durée d'écoute individuelle de la télévision est en diminution structurelle. Elle a diminué de près de 20% sur les 3 dernières années. C'est impressionnant. Plus de 50% des foyers français sont aujourd'hui abonnés à au moins un service de vidéo à la demande, et ils en consomment chaque jour un peu plus. L'âge du téléspectateur, l'âge moyen du téléspectateur de la télévision traditionnelle est aujourd'hui pratiquement de 58 ans. Il est proche de 65 ans pour le service public. Et les jeunes générations, dont nous faisons tous partie, privilégient naturellement d'autres vecteurs, d'autres contenus,
Deux exemples, 2/3 des moins de 15 ans, 2/3 des moins de 15 ans se rendent chaque jour sur Snapchat. Et les réseaux sociaux constituent le premier mode d'accès à l'information pour 71% des 15-34 ans. C'est une véritable révolution des usages avec une fracturation des contenus, de la consommation des contenus qui est très, très frappante. Cette transformation des habitudes, elle est portée aussi par de nouveaux équipements audiovisuels. Les écrans se multiplient. En moyenne, aujourd'hui, dans les foyers français, si on inclut ces petits outils qui permettent de consommer des contenus audiovisuels, les écrans, en moyenne, sont aujourd'hui de 6 par foyer. 88% des foyers français sont maintenant équipés d'un téléviseur connecté. Le téléviseur devient chaque jour un peu plus. Vous allez acheter un téléviseur demain chez un distributeur dont je ne citerai pas le nom des marques. Les téléviseurs sont de plus en plus des magasins d'applications, à l'instar de nos téléphones. Et d'ailleurs, c'est là aussi très frappant, l'usage hors télévision représente déjà 1/3 de la moitié du temps qui consacrent les plus jeunes de 4 à 34 ans. La réalité des usages et des modes de réception entraîne une reconfiguration du marché. Les plateformes de streaming vidéo, les Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple, toutes celles qui vont arriver, HBO Max, Paramount+, j'en passe, c'est des meilleurs. Les plateformes de streaming vidéo constituent pour nos groupes nationaux une concurrence croissante qui pèse bien sûr sur l'acquisition, sur les coûts, sur la diffusion de programmes inédits, sur l'accès aux talents. Notre paysage est également percuté par le poids croissant des acteurs du numérique, les fameux GAFAM, qui sont pour la plupart, vous le savez, extra-européens et qui absorbent à eux seuls plus de la moitié des ressources publicitaires consacrées aux médias. 2/3 des recettes de la publicité numérique en France ont été captées en 2022 par 3 opérateurs, Google, Meta, Amazon. Et bien évidemment, tout ça n'est pas neutre pour nos TF1, nos M6 et tous nos opérateurs nationaux. Dans ce contexte, il importe de préserver le modèle économique et culturel de nos acteurs nationaux. Tous nos groupes audiovisuels sont engagés dorénavant dans des réorientations stratégiques. Celles-ci les amènent à consentir des investissements importants, technologiques ou dans les contenus. Et c'est d'ailleurs ces réorientations stratégiques un signe qu'il faut saluer ici, on ne le fait peut-être pas suffisamment, du dynamisme et de la résilience de nos entreprises. Je pense qu'on peut être fier de nos groupes audiovisuels, du dynamisme de leurs dirigeants. Nos groupes, qu'ils soient publics ou privés, sont aujourd'hui engagés dans un mouvement pour aller chercher les publics là où ils sont, et notamment les publics les plus jeunes que j'ai évoqués tout à l'heure, en renforçant leur stratégie digitale, en ajustant leur stratégie éditoriale et en diversifiant leurs modalités de distribution. Pour les acteurs privés, cette orientation, ce mouvement, cette réorientation stratégique implique bien sûr de dégager des marges de manœuvre financières, en particulier pour faire face à la concurrence sur les revenus publicitaires. Vous savez que les revenus pour le secteur de la radio en matière de publicité sont à la baisse. Pour la télévision, on dira qu'ils sont à peu près étales, à peu près stables, à un moment où les acteurs doivent consentir, comme je viens d'expliquer, des investissements. Et c'est vrai que, de ce point de vue, face aux asymétries réglementaires qui existent aujourd'hui, des acteurs du numérique qui peuvent capter tranquillement cette ressource, nos acteurs qui sont soumis à des contraintes réglementaires importantes, l'heure est en tout cas probablement venue d'engager une réflexion sur des adaptations. Je pense à la question récurrente des secteurs interdits de publicité. Je pense à la question qu'on a souvent évoquée dans cette enceinte des mentions légales pour la radio,
qui contraignent bien évidemment leur financement. Pour l'audiovisuel public, Monsieur le Président, que vous avez évoqué, on sait le rôle fondamental qu'il joue dans l'équilibre du paysage audiovisuel, 30% des audiences, bien évidemment, un rôle majeur dans le financement de la création, un rôle majeur dans l'information de nos compatriotes. Pour l'audiovisuel public, dont l'indépendance et les modalités d'action doivent être garanties, le gouvernement a fait connaître la trajectoire pluriannuelle de financement qu'il propose pour la période 24-28. L'ARCOM a souvent eu l'occasion de le dire, on pourra évoquer cela au cours de l'audition. Un service public fort, c'est bien sûr un service public bien financé, avec les garanties de financement qui s'y attachent, mais c'est aussi un service public qui sait organiser les synergies éditoriales et organisationnelles qui sont nécessaires pour remplir au mieux sa mission au service des Français. L'ARCOM l'a régulièrement dit, rejoignant des préoccupations que votre commission a souvent exprimées. La réussite du rapprochement des réseaux régionaux de France Télévisions et de Radio France, tout comme le développement de France Info, exigeront vraisemblablement, en tout cas c'est notre sentiment, une réponse appropriée en termes de gouvernance pour piloter de manière efficace des projets structurants pour notre audiovisuel public. Tous ces chantiers sont au cœur des priorités de l'ARCOM pour l'année à venir, qui va être une année de fortes échéances. Ce sera mon dernier point. L'ARCOM va d'abord poursuivre son engagement dans la mise en œuvre du règlement européen sur les services numériques. C'est la nouvelle frontière de la régulation. J'en avais fait personnellement la priorité de mon mandat, vous le savez, de faire en sorte que cette autorité épouse son temps et puisse s'investir pleinement dans ce nouveau champ de la régulation. Ce règlement européen sur les services numériques, le fameux DSA, bien connu du Sénat, est entré dans sa première phase d'application pour les très grandes plateformes le 25 août dernier. Il sera pleinement applicable pour l'ensemble des plateformes concernées par ce texte le 17 février prochain. Et c'est bien sûr un texte qui étend et renouvelle profondément les missions de l'autorité en matière de supervision des plateformes en ligne. Il va renforcer très singulièrement notre positionnement européen auprès de la Commission européenne, puisque la gouvernance de ce règlement européen est centrée autour de la Commission européenne en associant des autorités nationales désignées par chaque pays membre de l'Union. Et le projet de loi porté par M. Barrot, déjà voté au Sénat, voté à l'Assemblée, qui devrait venir devant une commission mixte paritaire, lui aussi, au début de l'année prochaine, devrait désigner l'ARCOM comme autorité nationale pour la France. Pour porter ces nouvelles missions, très attendues, pour avoir un Internet plus sûr, pour porter ces missions, nos équipes sont en cours de consolidation grâce aux moyens qui nous ont été attribués en loi de finances 2023, et j'en remercie votre Assemblée et le Parlement dans son ensemble, et ceux qu'il est prévu de nous accorder dans le projet de loi de finances pour 2024. Et, je le disais, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, quand il sera adopté, donc, devrait désigner l'ARCOM comme coordinateur national pour la France de ce texte, aux côtés de la CNIL et de la Direction générale de la concurrence. Et c'est une responsabilité à laquelle nous nous préparons activement. Donc ça, c'est un premier très important chantier pour nous. Par ailleurs, plusieurs dossiers majeurs en télévision et en radio figurent à notre agenda pour les mois qui viennent. D'abord, c'est un moment inédit dans lequel nous sommes engagés. Vous savez que les autorisations de 15 services de la TNT nationale, c'est une première dans l'histoire de notre télévision, arriveront à échéance en 2025. C'est bien évidemment inutile de le souligner, un dossier à très fort enjeu pour le secteur. Donc nous sommes d'ores et déjà engagés dans ce processus. Conformément à la loi, nous avons déjà mené une consultation publique dont la synthèse
sera rendu public dans les tout prochains jours. Nous menons par ailleurs, là aussi conformément à la loi, une étude d'impact qui est en voie de finalisation. C'est un très gros travail. Je pense que votre commission y trouvera beaucoup d'informations très, très riches, très intéressantes sur l'état de la télévision aujourd'hui en France. Donc cette étude sera également rendue publique avant la fin de cette année. Le Collège l'adoptera très prochainement. Et nous lancerons donc dans les premières semaines de 2024, début 2024, un appel à candidature pour l'attribution des fréquences qui arrivent à échéance. J'ajoute en complément de cette petite présentation que le gouvernement, c'est une information importante pour vous aussi, a souhaité que France Télévisions puisse déployer l'ultra haute définition, donc qui est la norme supérieure en termes de qualité, d'image, de son, puisse déployer l'ultra haute définition, donc l'UHD, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Et l'ARCOM, un chantier également important que nous venons de mener, qui est en cours, a autorisé donc ce déploiement de l'ultra haute définition tout récemment, ces dernières semaines. Dans le secteur de la radio, que vous avez évoqué, Monsieur le Président, nous poursuivons nos travaux pour étendre le DAB+. Le livre blanc avance à grands pas. Nous avons bien sûr terminé le cycle d'audition de l'ensemble des acteurs. Nous sommes dans la phase de rédaction. Et comme je l'avais indiqué, nous rendrons les conclusions de ce livre blanc dans le courant du premier trimestre 2024. Enfin, un autre dossier d'ampleur qui touche à notre souveraineté. Je sais que vous y êtes les uns et les autres très sensibles. Et devant nous, c'est celui des services d'intérêt généraux qui visent, dans ce nouvel univers des téléviseurs que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, qui visent à préserver la bonne exposition de nos acteurs nationaux et de leurs programmes dans le nouvel environnement des interfaces d'accès aux services audiovisuels. Là également, nous serons amenés à statuer dans les toutes prochaines semaines. La réflexion de l'autorité, après consultation des acteurs, est d'ores et déjà très avancée. Sur tous ces sujets, les états généraux de l'information auxquels l'ARCOM entend contribuer vont être l'occasion d'une réflexion transversale et approfondie pour préparer l'avenir d'un secteur qui est placé au cœur de notre démocratie, au cœur de la vie quotidienne de nos compatriotes. Les travaux menés à l'échelon européen, notamment en matière d'intelligence artificielle ou de liberté des médias, contribueront aussi à doter notre continent d'un cadre juridique adapté aux transformations du moment, car nous le savons bien, d'importants défis sont devant nous. J'en citerai 3 seulement. D'abord, permettre à nos médias nationaux de se doter d'un modèle économique résilient pour assurer leur mission, notamment celle de nous informer, alors que la situation internationale et les défis que traversent nos sociétés nécessitent plus que jamais une information pluraliste, honnête, indépendante et rigoureuse, qui contribue pleinement à la formation des opinions publiques et au débat démocratique. Lutter aussi plus efficacement contre la désinformation, la haine en ligne, les ingérences étrangères et les actions déstabilisatrices qu'un bon auteur a qualifié ou a prêté aux ingénieurs du chaos qui ciblent parfois notre pays, en tout cas notre continent et ses valeurs. Et puis, naturellement, protéger la liberté d'expression et le pluralisme des médias dans un climat, nous l'observons tous, de polarisation extrême du débat et souvent d'intolérance croissante. En tout cas, soyez assurés que l'ARCOM est pleinement mobilisé à la place qui est la sienne sur l'ensemble de ces réflexions stratégiques. Je vous remercie de votre attention et me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation liminaire très complète déjà à la fois de l'action en 2023 de l'ARCOM, mais aussi des enjeux qui sont devant nous pour l'année à venir. Sans plus tarder, je donne la parole à mes collègues, en commençant par notre rapporteur, Cédric Vial. Merci, messieurs les présidents.
Merci beaucoup pour vos propos qui étaient assez larges et assez précis. Moi j'aurais juste 3 questions, mais qui sont assez ciblées, Monsieur le Président. La première, c'est concernant les crédits de l'audiovisuel public que nous avons examinés la semaine dernière au Sénat. Le gouvernement envisage entre 2024 et 2026 de faire bénéficier le secteur de l'audiovisuel public d'environ 200 millions d'euros pour financer des projets dans ce qu'il appelle désormais des crédits de transformation dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens. Ce versement de 200 millions d'euros pourra être maintenu ou retiré si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux objectifs de ces projets de transformation qu'on ne connaît pas encore au niveau du Parlement. Ma question était, savez-vous comment seront évalués ces résultats? Est-ce que vous allez participer à l'évaluation des résultats? Quel rôle l'ARCOM va jouer dans ce cadre? Est-ce que l'ARCOM va formuler également des observations? L'ARCOM formule habituellement des observations, en général assez mesurées, sur l'exécution de ces contrats d'objectifs et de moyens. Comment va-t-on pouvoir traduire ces observations en mesures financières, justes ou proportionnées dans le nouveau cadre que le gouvernement souhaite poser? Deuxième question concernant les états généraux de l'information. Vous en avez parlé un petit peu sur la fin de votre intervention. L'ARCOM a lancé une étude sur l'avenir du marché publicitaire. Ce marché se déplace progressivement vers le numérique, enfin progressivement c'est un euphémisme, notamment vers les moteurs de recherche et les réseaux sociaux au détriment des médias et du véritable travail journalistique. Est-ce que cette étude de l'ARCOM pourrait aboutir, d'après vous, sur des recommandations d'ordre législatif ou réglementaire pour définir de nouveaux équilibres sur les marchés publicitaires, alors que les acteurs entrants ne sont pas soumis, vous l'avez dit tout à l'heure, aux mêmes contraintes que les acteurs du secteur historique? Et enfin, ma dernière question, quel est votre regard sur la bataille informationnelle qui se joue dans le domaine de l'audiovisuel comme dans celui du numérique, alors que le contexte international est aujourd'hui extrêmement tendu? Le risque d'ingérence étrangère est particulièrement élevé. Dans la perspective des Jeux Olympiques, les médias sont également des cibles potentielles de cyberattaques. Les fausses informations et les narratifs alternatifs, éventuellement propagés par des puissances étrangères, semblent de moins en moins maîtrisables. Comment pensez-vous pouvoir traiter cette question et disposez-vous de moyens suffisants? Je n'ai pas cité l'intelligence artificielle, mais ça pourrait également être une dominante de cette dernière question. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre aux questions du rapporteur. Merci, Monsieur le rapporteur, pour ces trois questions. Sur l'audiovisuel public, même s'il reprendre votre expression, même si l'autorité le fait de façon mesurée, c'est sa nature, je dirais, il formule ses observations néanmoins avec conviction. Dans les avis que nous avons pu rendre sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens du service public ou sur le respect du cahier des charges des entreprises du service public, nous avons à plusieurs reprises souligné des points qui nous semblent importants. Pour l'échéance qui est devant nous, celle des contrats d'objectifs en cours d'élaboration, et nous sommes comme vous encore dans un climat d'incertitude puisque nous n'avons pas eu communication, l'ARCOM rendra en temps et heure son avis sur ces projets. Nous avons toujours souligné des points qui nous paraissent essentiels. Il y a aujourd'hui, comme pour les acteurs privés, des enjeux décisifs pour le service public. La question du rajeunissement de ces publics est un enjeu majeur. Je citais l'âge moyen du téléspectateur sur le service public. On ne peut pas se satisfaire qu'un service public qui doit s'adresser à tous les Français ne touche pas davantage les jeunes publics. L'offre de proximité, on le voit bien, au moment où les acteurs privés déploient des initiatives pour être plus présents dans les territoires, l'offre de services publics doit, à l'évidence, être rénovée, modernisée, concentrée pour être plus efficace. La stratégie numérique des groupes du service public doit bien évidemment être rassemblée, unifiée. Je rappelle que notre pays est singulier. C'est le seul pays pratiquement en Europe où le service public se soit éclaté. Dans tous les pays européens, le service public est rassemblé. En Angleterre, en Italie, dans pratiquement tous les pays de l'Union.
Et je pense que cette idée du rassemblement des forces qui est portée du côté du secteur privé doit être considérée avec attention pour le service public aussi. Et de ce point de vue-là, l'ARCOM fait 2 observations. Sur le financement, nous sommes très attachés à un financement dédié au service public, que nous considérons comme une condition de son indépendance et du financement des nombreuses missions particulières qui lui incombent. Actuellement, il y a une solution transitoire qui a été mise en œuvre, qui est celle d'un prélèvement d'une fraction de TVA pour se substituer à l'ancienne contribution à l'audiovisuel public. Je ne sais pas quelles sont les modalités que le gouvernement retiendra dans ses propositions pour 2025, mais cette option, la pérennisation de cette option, nous paraîtrait une solution de nature à répondre à ce besoin de garantie d'indépendance. Et la deuxième observation, je l'ai évoquée à propos de 2 dossiers qui sont à mes yeux emblématiques, France Info et le rapprochement de France 3, France Bleu. C'est des enjeux très importants. France 3, France Bleu, schématiquement, c'est 1/3 des effectifs de chacune des entreprises. C'est des réseaux très significatifs. Le succès de ces convergences, le succès de ces rapprochements ne pourra pas être laissé à la seule bonne volonté des partis. Il faut arriver à trouver une forme de gouvernance qui permette de porter ces projets. Il faut un pilote dans l'avion, pour employer une formule, en tout cas, pour piloter ces 2 projets très, très structurants. De ce point de vue-là, le gouvernement envisage donc dans son financement de déployer une dotation spécifique pour accompagner les projets de transformation. Vous l'avez évoqué, cette dotation de 200 millions d'euros qui serait libérée par tranche en fonction de la mesure des résultats atteints au regard d'objectifs qui seraient fixés dans le contrat. Une mission a été confiée à l'Inspection générale des finances qui est en cours de travail avec les entreprises de l'audiovisuel et dont les conclusions seront, semble-t-il, connues au début de l'année prochaine, qui permettrait d'identifier précisément les objectifs d'une part, les indicateurs de mesure qui permettraient d'apprécier année après année l'atteinte de ces résultats. L'ARCOM est bien évidemment tout à fait prêt dans les avis annuels qu'elle rend sur l'exécution des contrats d'objectifs à jouer son rôle dans l'examen de ces indicateurs annuels qui conditionneraient la libération de la tranche annuelle de soutien. Mais elle soulignera dans son avis qu'il est essentiel que les indicateurs permettent effectivement de mesurer les progrès réalisés chaque année. Donc ça suppose d'avoir vraiment des indicateurs précis, des objectifs attendus chaque année dans ces projets de rapprochement en particulier. Sur les états généraux de l'information, l'ARCOM, bien évidemment, va y participer. Je serai auditionné moi-même par le comité de pilotage des états généraux au début de l'année prochaine. Au titre de notre contribution, nous avons lancé deux études importantes. L'une sur les Français et l'information, qui, je crois, sera très riche pour nous tous, même si il y a déjà eu des travaux menés en la matière, mais c'est une étude très, très complète avec un panel extrêmement large et qui permettra d'avoir un regard très, très précis, très complet sur la façon dont les Français expriment leurs attentes en matière d'information. Et puis cette étude que vous avez évoquée, qui sera prête, je pense, dans le courant du mois de janvier, ou milieu du mois de janvier, j'espère, sur la publicité. C'est une étude qu'on mène conjointement avec les services du ministère de la Culture, qui est aussi intéressé. Et ça devrait permettre, on en connaît déjà les pré-résultats, d'objectiver les tendances de fond de ce marché et les enjeux qui en résultent pour chacune des familles de médias. Et l'idée, c'est bien évidemment de venir nourrir la réflexion et des propositions pour soutenir le modèle économique de nos médias. Je pense ce qui est au cœur des états généraux de l'information, c'est comment assure-t-on le modèle économique de l'ensemble de nos médias pour les années qui viennent, en matière de presse écrite, de radio, de télévision. Probablement qu'il y a des points au regard des asymétries entre les acteurs du numérique et les acteurs traditionnels,
où il faudra faire évoluer la réglementation. En tout cas, l'objet de cette étude, c'est de donner une base commune de réflexion objective, un constat objectif, pour que chacun puisse ensuite prendre les recommandations, les propositions et les décisions qui s'imposent. La bataille informationnelle, c'est bien évidemment un enjeu central aujourd'hui. Les ingérences étrangères, je pense qu'elles vont exiger, en tout cas pour l'année 2024, à mon sens, une vigilance extrême. Les élections européennes, on le voit bien dans le contexte géopolitique du continent, mais pas seulement, peuvent inciter certains acteurs à vouloir peser sur le déroulement de ce scrutin au sein des différents pays de l'Union. Donc la France s'est dotée, vous le savez, d'un service à compétence nationale, Viginum, qui est placé auprès du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est destiné à lutter précisément contre les ingérences étrangères. L'ARCOM, au titre de ses compétences en matière de lutte contre la manipulation de l'information et au titre des relations étroites qu'elle entretient avec les plateformes numériques, du fait de ses compétences, est associée à la gouvernance de Viginum. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le secrétaire général de la Défense il n'y a pas très longtemps. Et donc on se prépare d'ores et déjà à l'organisation de ce scrutin. Je voudrais souligner qu'en 2022, pour le scrutin présidentiel et pour les législatives, nous avions réuni l'ensemble des plateformes numériques dès le mois de janvier. Et nous avons échangé avec elles, grosso modo, tous les 15 jours pendant toute la phase électorale. Et que sur tous ces sujets de manipulation d'informations, nous avons eu une collaboration très positive de leur part. Toutes ces plateformes maintenant sont rompues à ces processus électoraux avec l'expérience des scrutins américains, d'élections générales qui se sont déroulées dans toute une série de pays. Elles mettent en place au moment des élections des cellules spécifiques pour suivre ces sujets-là. Et donc on veillera bien évidemment à être très attentif à ces sujets de manipulation de l'information. De façon plus générale, au regard de votre question, je l'évoquais dans mon propos introductif, je pense qu'il est très important d'accompagner nos acteurs traditionnels et de veiller à la soutenabilité de leur modèle financier, parce que l'information coûte cher, une information professionnelle avec des rédactions qui vérifient l'information, qui la contrôlent. C'est un coût très important, et donc si on veut assurer aux Français une information indépendante, pluraliste, rigoureuse, honnête, ça suppose d'avoir des médias pluralistes, des médias correctement financés, et je crois qu'on est dans une période où il faut être très attentif précisément à leur modèle économique. Ça vaut pour le service public, je l'ai dit, c'est pour ça que ces conditions de financement sont importantes, mais ça vaut pour nos médias privés. Vous m'aviez interrogé, Monsieur le Président, sur le conflit du Proche-Orient. J'ai eu l'occasion de réunir l'ensemble des rédactions des médias publics et privés de notre pays, qui nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient dans la couverture de ces événements. Difficultés dans l'accès à l'information, bien évidemment. C'est qu'il y a des territoires sur lesquels la présence des correspondants est un vrai sujet. La difficulté de vérification, du coup, des informations, pour qu'elles puissent être délivrées avec sûreté, avec certitude. On a observé, et le régulateur a été amené et sera encore amené à intervenir sur quelques médias, on a pu observer ici ou là quelques dérapages. Mais le vrai sujet, là aussi, c'est quand même sur la sphère numérique qu'elle se pose. Les vrais dérapages qu'on a observés, c'est bien sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'au titre du règlement sur les services numériques, la Commission européenne, Thierry Breton, le commissaire européen, s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus. La Commission européenne a engagé des premières actions au titre du règlement européen à l'égard notamment de X, successeur de Twitter, pour une éventuelle non-conformité au règlement du DSA au regard de la nature de certains contenus qu'on a pu circuler de façon viralisée sur ces plateformes. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, monsieur le rapporteur. Alors, je vais prendre l'ensemble de vos questions, en commençant par Max Brisson. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, d'abord, à mon tour, de vous remercier de votre tableau très précis, très didactique, ce que vous avez déjà dans le passé appelé la triple révolution qui menace la télévision traditionnelle. Il y a un an, lors de vos vœux de l'installation de l'ARCOM, et depuis de manière récurrente, vous rappelez qu'une des ambitions de l'ARCOM est de favoriser le dynamisme de nos acteurs nationaux face à la concurrence mondiale, et vous venez encore de le rappeler. Au-delà d'éditeurs comme TF1 ou M6, il s'agit de défendre l'ensemble de l'écosystème audiovisuel français, au sein duquel les distributeurs, comme les fournisseurs d'accès à Internet ou Canal+, jouent un rôle central. Or, si l'on perçoit aisément en quoi soutenir la transformation des producteurs, des chaînes de télévision et de l'audiovisuel public est essentiel, tant il concourt à notre souveraineté économique et culturelle, il demeure, je crois, un angle mort qui restreint notre compréhension de l'écosystème. Je parlais du rôle des distributeurs de services de télévision déclarés auprès de l'ARCOM dans la valorisation et la diffusion de programmes originaux face aux télévisions connectées. Eux aussi sont déstabilisés par ces nouveaux acteurs et subissent de plein fouet ces mutations. Pourtant, à travers leur partenariat avec les éditeurs, ces opérateurs protègent l'accès et la visibilité des chaînes françaises face à la concurrence internationale. Si nous souhaitons que le public continue à bénéficier d'une offre diversifiée, les distributeurs nationaux doivent être favorisés au même titre que les services de la TNT. C'est un enjeu de souveraineté culturelle. Conformément à la mission qui lui a été confiée par la loi, l'ARCOM travaille actuellement, vous l'avez dit, sur la mise en avant des services dits d'intérêt général, le législateur ayant limité ces services aux seuls acteurs du service public. Dans votre réflexion, qui semble sur le point d'aboutir, avez-vous pris en compte le rôle central des distributeurs nationaux dans l'accessibilité du public aux services français? Face à la concurrence des opérateurs étrangers, qui n'y seront pas soumis, une régulation supplémentaire ne risque-t-elle pas d'affaiblir une nouvelle fois les distributeurs nationaux et donc de porter atteinte à notre souveraineté culturelle? Ne faudrait-il pas que la France fasse évoluer la législation pour imposer à des services identiques les mêmes obligations que celles qui incombent aux distributeurs nationaux? Ne faudrait-il pas enfin, le cas échéant, pousser dans le sens d'une évolution du droit communautaire pour reconnaître les acteurs connectés comme des distributeurs à part entière? Je vous remercie. Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous l'avez dit, en 2024, l'ARCOM va donc lancer un appel à candidature pour le renouvellement de 15 fréquences, lesquelles arriveront à échéance en 2025. Dans le contexte que nous connaissons, marqué par la très forte concurrence entre les groupes audiovisuels, par les stratégies de consolidation, mais aussi par l'intérêt croissant des plateformes numériques pour le canal TV, cette procédure d'autorisation revêt, de mon point de vue, un enjeu considérable. J'ajouterais, vous l'avez aussi souligné, que cette procédure ne s'est jamais déroulée dans un climat politique et informationnel, ça je le pense vraiment, aussi polarisé, aussi détérioré, peut-être même source de tension, de polémique. Pour le dire simplement, votre mission s'annonce très délicate. Alors en matière d'information, nous avons constaté, vous l'avez fait à plusieurs reprises, Monsieur le Président, de graves et répétés manquements au pluralisme et de manière générale aux obligations déontologiques qui figurent dans les conventions que vous signez avec les chaînes autorisées à diffuser. Je cite un alinéa que j'ai pris dans une convention assez intéressante qui cite bien sûr le respect des différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, qui demande de promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations, etc. Dans certains cas emblématiques, alors que la convention précise que le service est consacré à l'information, nous avons constaté une lente glissade vers la diffusion d'opinions, toujours identique, allant à l'encontre du principe de pluralisme et du traitement déontologique de l'information. Monsieur le Président, analysez-vous ainsi aussi cette tendance et dans le cadre de la future procédure de renouvellement des fréquences, envisagez-vous de muscler les conventions signées avec les chaînes d'information afin d'éviter qu'elles ne se transforment en médias d'opinion? Deuxième question qui portera sur le DAB+. Pardon. Laissez finir. Je continue. Je vous remercie. Ma dernière question va porter sur le DAB+, et notamment sur son déploiement équilibré dans les territoires.
Je cite un exemple, en Bretagne, seuls 25 radios associatifs sur 32 vont basculer en DAB+. Autrement dit, les auditeurs bretons, et notamment ceux des zones rurales, vont être confrontés à une diminution de l'offre. Est-ce que la stratégie de l'ARCOM va être vraiment pour essayer de déployer de façon équilibrée le DAB dans les territoires, même de créer, puisque j'ai la demande aussi d'obtention de fréquences pour une radio, notamment en langue régionale. Et est-ce qu'il est prévu de renforcer l'accompagnement des radios associatives qui diffusent encore en FM et en DAB+, pour prendre en compte, bien sûr, les coûts induits par cette double diffusion. Et enfin, une observation, vous avez cité, mais pas complètement, je voudrais avoir votre avis. On observe un mouvement croisé où les télés, vous l'avez dit, se plateformisent. Alors, c'est pas un terme très... mais où les plateformes se télévisent, je ne sais pas comment dire. Et à la fois sur le plan des contenus, mais aussi sur la forme avec la pub. Je trouve que c'est une tendance qui est quand même assez forte et qui va probablement être aussi pour vous peut-être un laboratoire d'observation où il y aura des conséquences pour l'ARCOM. Donc j'avais envie aussi d'avoir votre avis sur cette tendance. Merci, monsieur. Catherine Morin-Desailly, qui, je le rappelle, préside également la commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais poser la question suivante à Roch-Olivier Mess. C'est que devant la démultiplication des missions qui sont conférées à l'ARCOM, laquelle a fusionné CSA, Adopi, déjà une première étape, mais en application du fameux RSN et depuis la loi visant à lutter contre la manipulation de l'information, vos missions se sont démultipliées. Jugez-vous, à l'aune des crédits qui ont été votés pour cette année, cette loi de finances 2024, que vous disposez des moyens suffisants et aussi des compétences, et qu'il est facile de recruter aujourd'hui les compétences dont vous avez besoin? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question complète celle de notre rapporteur Cédric Vial, en tout cas dans son prolongement. Vous avez, monsieur le président, dit que la meilleure façon d'armer, somme toute, notre audiovisuel face à la désinformation, c'est lui garantir suffisamment de moyens pour pouvoir travailler. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avait été tenu, et vous y aviez participé, des états généraux avec l'ensemble des audiovisuels publics européens, et je crois savoir qu'à la tribune, les uns et les autres, dont vous-même s'était exprimé justement sur la nécessaire non-budgétisation, c'est-à-dire l'indépendance des médias à travers une ressource affectée, et donc bien une dotation publique et non une dotation d'État. Pouvez-vous préciser votre propos de l'époque qui garantit l'autonomie de l'audiovisuel public? Sur les écrans, vous avez aussi fait état de la préservation de la bonne exposition des écrans. Je sais que vous va emmener avec Carole Bien-Aimée-Besse, qui a quitté le CSA, tout un travail sur l'exposition des très jeunes aux écrans. Vous savez qu'un texte de loi a été voté à l'unanimité à partir de notre commission il y a quelques années, visant à encadrer l'exposition des tout-petits, des moins de 3 ans. Un texte similaire, d'ailleurs, a été voté à l'initiative de la députée Caroline Janvier à l'Assemblée nationale, mais ils ne se sont pas encore pour l'instant retrouvés. Pouvez-vous nous dire ce que vous, concrètement, vous faites et les problèmes que vous rencontrez par rapport à la protection de ces tout-petits en attente d'une législation? S'agissant de l'application du DSA, sur lequel nous travaillons en effet au sein de la commission spéciale sécuriser et réguler l'espace numérique, dont plusieurs membres de cette commission sont également membres, nous sommes préoccupés par plusieurs points. Le texte est d'ailleurs dans la navette, en attente des notifications de Bruxelles. Depuis lors, on a forcément été très attentif à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 novembre, qui semble gravement mettre en cause toute possibilité d'imposer au niveau national des obligations aux plateformes. Or, l'ARCOM, à travers les textes déjà adoptés, j'ai cité la loi visant à lutter contre la manipulation de l'information, mais je voudrais citer la loi majorité numérique ou d'autres textes à venir, précisément comme le SREN. Tout ça, c'est au cœur de la régulation nationale. Quelle est votre analyse et surtout, selon vous, les conséquences pour votre autorité de régulation?
Un sujet également, le fait que l'Assemblée nationale a choisi pour ce projet de loi SREN de revenir au texte initial sur les articles 1 et 2 qui instaurent un contrôle de l'accès aux sites pornographiques. Donc cela se traduit par une absence de coordination entre le contrôle du respect du référentiel établi par l'ARCOM, par vos soins donc, à l'article 1er, et les sanctions pénales à l'article 2. Pardonnez-moi, chers collègues, de ces questions un peu techniques, mais elles sont essentielles. Que pensez-vous de cette évolution et y voyez-vous un risque de fragilisation du dispositif à venir? Voilà. Et enfin, comment concevez-vous votre rôle de coordinateur des services numériques en application du DSN, qui est prévu à l'article 25 du dit projet de loi? Je vous remercie. Monique de Marco. Je vous remercie. Certaines questions ont été posées. Je vais compléter, Monsieur le Président. Voilà, cette semaine, j'ai lu un rapport donc, de la Fédération internationale des industries phonographiques qui souligne le fait qu'il y a 27% de personnes interrogées qui utilisent les méthodes illégales ou sans licence pour écouter ou télécharger de la musique. L'ARCOM ne doit-il pas renforcer sa surveillance? Quel pourrait être son rôle, justement, parce que cette recrudescence a l'air de s'imposer. Ensuite, j'ai une question au point de vue national. Comment anticipez-vous l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des rédactions audiovisuelles, par exemple? Et une deuxième question qui rejoint un petit peu les interrogations sur le plan européen. Comment envisagez-vous votre nomination certaine pour l'ERGA comme régulateur sur la liberté de la presse en France, sachant que cela semble être en contradiction avec son histoire? Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la qualité de votre propos et ce bilan tout à fait intéressant. Comme j'arrive en fin de questionnement, moi j'aimerais reprendre la question de l'intelligence artificielle, qui me semble tout à fait fondamentale. Le Parlement européen a défini quelques grands objectifs pour une future législation dont on ne connaît pas aujourd'hui exactement quel pourrait être le périmètre précis. Il est à noter que le gouvernement français, de façon assez singulière, s'est opposé à une législation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un ancien ministre, M. Cédric O, ayant même développé une campagne très active pour expliquer que ça serait contraire aux intérêts de la France que de réglementer l'intelligence artificielle. Pourtant, vous avez déjà une action qui est très forte sur les algorithmes et la commission d'enquête du Sénat a montré combien, s'agissant du cas particulier de TikTok, ces algorithmes pouvaient être toxiques. Et on imagine bien que si vous doublez ces algorithmes avec de l'intelligence artificielle, on peut arriver à des choses où il n'y a plus de contrôle humain dans la production de ce qui est essentiel aujourd'hui pour l'information, c'est-à-dire l'image. Et dans un conflit comme ceux que nous vivons aujourd'hui, on voit très bien ce que pourrait être l'impact d'images construites par l'intelligence artificielle. Donc c'est sur ce point que j'aimerais vous interroger pour voir quel est votre niveau de réflexion. Et après, demande très technique, est-ce que vous pourriez, si vous le connaissez, nous préciser de façon plus précise le calendrier exact du renouvellement des chaînes de la TNT? Merci, Monsieur le Président. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président, également. Je voudrais revenir sur les travaux de la délégation aux droits des femmes sur la pornographie. Et puis, comme j'ai à côté de moi une des rapporteurs, je pense qu'elle reviendra aussi sur le sujet. On le sait, 2 tiers des enfants de moins de 12 ans ont accès à des images pornographiques, un tiers des enfants de moins de 12 ans et 2 tiers des enfants de moins de 15 ans. La pornographie, c'est l'exploitation commerciale de la représentation explicite et filmée de pratiques sexuelles non simulées. Alors, je voudrais, dans ce cadre, revenir sur des contenus, les contenus Frenchy Shore, et qui finalement tombent largement sous cette définition. Je sais que le président Gérard Larcher et le président Lafont ont été assez sensibilisés à ce sujet, et je peux peut-être vous poser quelques questions à ce sujet.
avec le projet de loi, pardon, je suis un peu malade, enrhumée, excusez-moi, ça résonne dans le nez. Avec le projet de loi numérique, et à l'instant, Catherine Morin-Desailly est revenue dessus, nous avons vu les difficultés à appliquer la loi pour interdire l'accès des mineurs à ces contenus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le contenu de cette télé-réalité qui a été lancée en France en novembre 2023, je voudrais dire que ces contenus Frenchy Shore, ils sont accessibles sur les plateformes MTV et Paramount. C'est des contenus avec un accès payant, mais en réalité, ils sont relayés largement sur les réseaux sociaux et donc accessibles à tous. Globalement, il y a un message qui est de prévention au départ, mais finalement, comme ils sont relayés sur les réseaux sociaux, ils sont accessibles à tous les mineurs très facilement. Il est question d'agression sexuelle, puisqu'il y a défaut de consentement dans certains contenus. Il est question d'actes sexuels. Et donc, la ministre de la Culture a estimé que l'émission était finalement avec des contenus pornographiques et qu'elle souhaitait des mesures de la part de l'Arcom. Donc, la ministre de la Culture vous a finalement demandé de réguler cette télé-réalité. Et à cette demande, vous avez répondu, l'Arcom a répondu, semble-t-il, que vous n'étiez pas compétent, puisque les plateformes qui hébergent ces sites ne sont pas installées, ces émissions, pardon, ne sont pas installées en France. C'est normalement au régulateur du pays d'implantation qui doit agir, qui est compétent pour agir. L'Arcom ne peut intervenir sur les contenus des services de streaming internationaux. Donc, dans le cas de MTV France et Paramount+, l'éditeur du premier étant basé à Prague et le second à Berlin, seuls les régulateurs tchèques ou allemands peuvent intervenir. C'est donc ce que vous portez comme réponse auprès de la ministre de la Culture. Donc, vous alertez d'ailleurs vos homologues sur les vives réactions qui ont suscité ces contenus à la fois dans l'Hexagone, et vous pointez des interrogations quant aux objectifs, d'une part du respect de la protection de la dignité humaine et d'autre part de la protection des mineurs, qui évidemment n'est pas garantie dans ce cas-là. Donc, d'un côté, nous avons la ministre de la Culture qui dit que vous êtes compétent, de l'autre côté, l'Arcom dit que vous n'êtes pas compétent. Donc moi, je voudrais juste vous poser une question simple, Monsieur le Président. Que faut-il pour que vous soyez compétent pour pouvoir réguler ces contenus? Je vous remercie. Merci. Marie-Pierre Monnier. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors d'abord, je m'associe aux questions. Donc du coup, ce sera qu'une remarque sur les moyens dont vous allez disposer, parce que vous avez bien égrené tout un nombre de missions supplémentaires que vous avez exercées. Vous avez parlé de 200 millions qui allaient vous être alloués par tranche, mais vous avez aussi spécifié qu'il y avait des objectifs bien précis et qu'il faudrait bien contrôler que les objectifs sont atteints. Donc je rejoins au fond la question de mes collègues précédemment. Je m'associe à celle d'Annick également, parce que je suis membre de la délégation aux droits des femmes, et les remarques qu'elle a pu vous faire font suite à un rapport qui a eu un grand retentissement et surtout qui a pointé de grandes problématiques. Justement, je crois que par rapport à ce que vous avez précisé tout à l'heure sur le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, la version issue de l'Assemblée nationale prévoit que l'Arcom aura 2 mois pour élaborer un référentiel général fixant les exigences techniques auxquelles devront se confronter les systèmes de vérification d'âge des sites pornographiques prévus par le texte. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur ce délai et que vous puissiez me dire si vraiment vous pensez que ce délai est suffisant. Merci. Borchio-Fontimp. Monsieur le Président de l'Arcom, je voudrais vous interroger donc sur l'expérimentation qui est actuellement menée sur les sites pornographiques et censée d'ailleurs suivre l'une des recommandations de notre rapport publié maintenant il y a 18 mois, Porno l'enfer du décor, co-rédigé notamment par ma collègue et voisine et malade Annick Billon. En mars dernier, donc un avis de l'Arcom, je le rappelle, avait défini le principe du double anonymat, je cite, comme le système le plus robuste, non seulement pour résoudre une bonne fois pour toutes la question de la vérification d'âge sur les sites porno, mais éventuellement à l'avenir pour effectuer d'autres vérifications d'âge. Nous sommes tous ici, en tout cas, conscients que ce système opérant de vérification
les avancées législatives, en tout cas votées, demeurent malheureusement vaines et donc sans véritable effet dans la pratique. Lors du même mois de mars, le ministre Barrot avait d'ailleurs indiqué aux députés de la délégation aux droits des enfants que le site d'Orcel devait réaliser une telle expérimentation afin évidemment de protéger nos mineurs de ces contenus inappropriés. De fait, je souhaiterais donc savoir si vous aviez des éléments relatifs aux résultats de ces premières expérimentations à nous communiquer, parce qu'il n'y a vraiment aucune information là-dessus. Et je voulais aussi vous interroger sur celle menée récemment par DocaPost, qui est une filiale numérique du groupe La Poste, qui vient juste d'annoncer, je crois que c'était en date du 10 novembre, une expérimentation d'une solution pour garantir enfin véritablement l'anonymat des internautes et protéger les mineurs. Je vous remercie. Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de l'ARCOM pour le détail de vos propos et sur le rapport d'information. Alors, plusieurs questions que je voulais poser ont été posées notamment par ma collègue Annick Billon. Donc, je voulais savoir effectivement sur les émissions controversées comme Frenchy-Sor, quelles sont les limites et les compétences de l'ARCOM dans la régulation de ce type de contenu. Est-ce que vous pouvez également nous détailler comment l'ARCOM équilibre la liberté d'expression et la nécessité de modérer des contenus potentiellement offensants ou discriminatoires? Je pense au sketch de Guillaume Meurice sur Radio France, sur lequel vous avez fait des remarques, bien évidemment. Et ensuite, je vais avoir une question concernant l'annonce par TF1 du lancement le 8 janvier de la matinale qui va venir concurrencer différentes matinales qui existent sur une offre qui est déjà largement, qui est très importante. Je voulais savoir, quand vous avez renouvelé la licence de TF1 il y a quelques mois, est-ce que vous étiez au courant ou est-ce que vous avez été informé de cette annonce? Et quel est votre avis en tant que régulateur sur le lancement de cette matinale prochainement? Laurence Garnier. Merci Monsieur le Président. Merci au Président de l'ARCOM pour ses propos. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, plusieurs fois dans votre intervention la nécessité que nous partageons tous ici de médias honnêtes, pluralistes, indépendants, dans un monde où, là aussi, vous l'avez rappelé, la désinformation circule parfois plus vite que l'information elle-même. Moi, je crois beaucoup au rôle de nos médias pour aider nos concitoyens à forger une pensée complexe dans un monde où on peut regretter que n'est souvent voix au chapitre que les propos simples, voire parfois simplistes. Donc dans ce contexte, l'ARCOM joue pleinement son rôle pour canaliser ce paysage médiatique dans un environnement qui est compliqué au niveau national. On le mesure actuellement avec tous les débats liés à la loi immigration et aussi bien sûr au niveau international avec le conflit israélo-palestinien. Je crois avoir lu, Monsieur le Président, que l'ARCOM avait été saisi de nombreuses fois depuis le début de ce conflit israélo-palestinien, avec un certain nombre de décisions que vous avez été amenés à prendre, qui vont de la mise en garde à la saisie de rapporteurs indépendants en vue d'éventuelles sanctions. Les décisions que vous prenez, vous le mesurez, sont à la fois commentées, reprises par les médias eux-mêmes et peuvent parfois générer des interrogations, des incompréhensions de la part de nos concitoyens, avec finalement le sujet de savoir ce qui relève, mon collègue Pierre-Antoine Lévy l'a dit à l'instant, de la liberté d'exprimer une opinion, qui, bien sûr, peut ne pas plaire à tout le monde, d'exprimer une analyse, un propos choquant, un propos humoristique ou en tout cas qui se revendique comme tel. Donc, est-ce que vous pourriez, Monsieur le Président, nous redonner ce matin la hiérarchie des sanctions de l'ARCOM, que l'ARCOM peut être amené à prononcer, et aussi nous éclairer sur les critères qui président à vos prises de décision? Je vais rajouter une question à la liste de celles déjà posées concernant le renouvellement des autorisations. Comment prendrez-vous en compte les sanctions qu'a pu prendre l'ARCOM ces dernières années sur des bénéficiaires des autorisations avec les renouvellements ou pas que vous aurez à procéder dans quelques mois? Merci Monsieur le Président, merci Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Je vais m'efforcer de répondre à toutes ces questions. Je vais peut-être commencer par les dernières questions qui m'ont été posées finalement sur l'équilibre que l'autorité
doit assurer entre la liberté de communication et la protection des publics et la façon dont elle est amenée à intervenir quand c'est nécessaire auprès des éditeurs. Je rappellerai d'abord que le champ dans lequel on intervient, c'est celui d'une liberté publique fondamentale, qui est celui de la liberté de communication, de la liberté d'expression. C'est un principe dans notre pays de nature constitutionnelle. Vous le savez, il est consubstantiel à notre démocratie. Il renvoie très directement à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'un des biens le plus précieux de l'humanité, dit cet article. Et ce droit, cette liberté fondamentale, est bien évidemment extrêmement protégée dans notre droit. Il est protégé par la Constitution, il est protégé par nos lois, et il est protégé par nos juridictions nationales et européennes. La loi que nous mettons en œuvre à l'ARCOM, il faut toujours le répéter, est d'abord une loi de liberté. Elle s'appelle loi relative à la liberté de communication. C'est le pendant pour le champ audiovisuel de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et son article 1 rappelle que la communication est libre. Et c'est par exception à ce principe horizontal fondamental que le législateur, puisque seul le législateur peut le faire, a posé un certain nombre de limites que les éditeurs de programmes de télévision ou de radio sont tenus de respecter. Donc ce sont des obligations qui s'imposent à eux, qui sont posées par la loi ou le règlement ou par les conventions que nous sommes amenés à conclure avec eux au moment de la délivrance des autorisations. Ça veut dire que d'abord l'autorité n'intervient jamais, bien évidemment, a priori sur des programmes de télévision ou de radio. C'est une évidence, mais il faut le rappeler ici. L'ARCOM n'est bien évidemment pas une autorité de censure. Elle n'assure pas une police de la pensée. Les programmes sont diffusés librement et sous leur responsabilité par les éditeurs, mais ils engagent, le cas échéant, leur responsabilité si ces programmes, les contenus qu'ils diffusent, sont en infraction avec la loi ou avec les textes conventionnels ou les délibérations que l'ARCOM peut être amené à prendre. Sur chacune des alertes qui nous est adressée quotidiennement, c'est une chose facile à faire. Il y a un bouton sur le site de l'ARCOM et en une minute et demie, on peut nous saisir sur un programme qui heurte ou qui choque, pour reprendre votre expression, Madame la sénatrice. Nous conduisons une instruction approfondie. Ces séquences sont revisionnées, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, l'expérience montre que bien souvent, nous sommes saisis sur des morceaux tronqués d'une séquence. Et dès que vous la remettez en perspective, elles prennent un sens naturellement différent. Donc il faut toujours reprendre la séquence dans son ensemble pour s'assurer exactement de ce qui a été dit ou montré. Nous menons une analyse juridique très approfondie. Et je rappelle qu'on a maintenant 40 ans de jurisprudence derrière nous, puisque la régulation audiovisuelle a grosso modo 40 ans d'histoire. Donc le Conseil d'État a très très souvent statué sur les décisions que l'ancien CSA, l'ARCOM maintenant, peut être amené à prendre. Et donc notre ligne d'intervention, elle est très balisée à la fois par la loi, mais aussi par le juge, puisque toutes nos décisions sont susceptibles de recours contentieux et d'annulation possible par le Conseil d'État. Donc on sait la ligne de crête qu'on doit tenir. C'est une ligne de crête qui est bien évidemment délicate. C'est la raison pour laquelle toutes nos décisions, sans exception, sont des décisions collégiales. Donc à chaque réunion du collège, chaque mercredi, on examine un certain nombre de saisines que nous avons reçues au cours des semaines écoulées. Et cette délibération débouche donc sur nos positions. Je rappelle que dans notre collège, on a plusieurs magistrats. On a un membre du Conseil d'État, on a un magistrat de la Cour de cassation, on a quelques juristes émérites, au-delà de la compétence très forte des services en la matière. Et donc on est toujours sur cette ligne de crête. Est-on dans le champ de la liberté, ce qui justifie que le régulateur n'intervienne pas, ou en tout cas n'intervienne pas dans une procédure de sanction de nature coercitive, ou est-on dans le champ d'une infraction au regard des dispositions fixées par la loi? Nos outils
sont simples. Il y a une gradation. La loi nous impose une proportionnalité dans nos interventions. La nature des signalements qui nous sont faits sont très variables. C'est une chose d'être saisi sur l'utilisation d'un mot de franglais par un animateur qui est prohibé, puisque nous sommes censés défendre la langue française et nous y veillons. C'est autre chose d'être saisi sur une incitation explicite à la haine, une expression raciste, antisémite, un appel à la violence. Il y a bien évidemment une gradation à avoir dans nos interventions. Donc le premier degré de nos interventions, ça peut être une simple mise en garde, donc une alerte qu'on adresse à l'éditeur en lui disant « attention, là, bon, on n'a pas constaté en tant que tel de manquement, mais on estime qu'il faut alerter néanmoins l'éditeur parce que l'opinion publique a pu être émue d'un contenu diffusé. L'étape normale de notre intervention, c'est la mise en demeure. Dès qu'on constate un manquement, la loi nous impose, dans un premier temps, de prononcer une mise en demeure. On ne peut pas sanctionner directement un média. La loi impose de prononcer d'abord une mise en demeure sur un motif précis. Et ce n'est que si, sur le même motif précis qui a fait l'objet d'une mise en demeure, il y a réitération du manquement, que nous pouvons rentrer dans une procédure de sanction qui passe par un rapporteur indépendant, un membre du Conseil d'État, qui on transmet le dossier, qui décide lui-même s'il engage des poursuites. La liberté, c'est lui qui joue le rôle du procureur, si je puis dire, qui instruit ensuite l'affaire de manière contradictoire avec l'éditeur. Et au vu de son rapport, le collège de l'Arcom est à ce moment-là saisi, convoque l'éditeur qui est auditionné avec ses conseils et, le cas échéant, statue et prononce, s'il le juge utile, une sanction. La gradation des sanctions va de la publication d'un communiqué. On peut imposer à un éditeur de publier un communiqué dont nous rédigeons le texte, une formule que nous n'utilisons plus depuis déjà de nombreuses années. Une sanction de nature financière, qui est celle que nous utilisons le plus fréquemment, qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société concernée, 5% en cas de récidive. Et la sanction ultime, c'est le retrait de l'autorisation de l'éditeur, qui bien évidemment ne peut se faire que dans des cas, vous l'imaginez, très, très graves. L'Arcom ne l'a fait qu'une fois sous mon prédécesseur, et comme vous le savez, la décision du régulateur a été annulée par le Conseil d'État. Donc voilà la gradation de nos interventions. Je dis ici très simplement que l'Arcom n'hésite pas à chaque fois qu'un manquement caractérisé est constaté, mais encore faut-il qu'il soit caractérisé précisément et qu'il ait une assise juridique solide au regard du droit en vigueur et des jurisprudences en vigueur. La main de l'Arcom et de son collège ne tremble pas. On a prononcé cette année les sanctions les plus élevées qu'on ait prononcées dans toute l'histoire de la régulation, avec une amende de 3,5 millions d'euros sur un éditeur. C'était un peu plus de 4% du chiffre d'affaires. Sous ma présidence, on a sanctionné pour la première fois une chaîne d'information avec une amende significative. Donc le régulateur n'hésite pas quand un manquement caractérisé, mais encore faut-il qu'il soit caractérisé. Et j'insiste sur ce point parce que notre droit, une fois encore, est très protecteur de la liberté. Il y a un arrêt topique de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit bien les choses. La liberté d'expression, c'est aussi des contenus qui heurtent et qui choquent. C'est ça l'essence de la liberté d'expression. C'est que chacun exprime un point de vue qui peut nous heurter, qui peut nous choquer, mais qui aussi peut faire évoluer notre analyse et le débat démocratique. Vous êtes dans une enceinte parlementaire, votre quotidien, c'est bien ça, c'est de vous opposer par des points de vue, parfois de façon très, très vive, et au bout du compte, le consensus se dégage. C'est ça l'essence de la liberté d'expression et de la démocratie. Mais le régulateur, je le dis, et j'insiste là-dessus, n'hésite pas à utiliser les outils qui sont les siens chaque fois qu'un manquement est constaté ou caractérisé dans le respect de la liberté. Et je réponds à votre question, Monsieur le Président. Le manquement d'un éditeur à ses obligations, pour un éditeur qui recandidaterait à ses fréquences, un manquement répété ou réitéré, peut être naturellement un paramètre que le régulateur peut être amené à prendre en compte. Ce n'est pas le seul paramètre. La loi indique bien les critères que nous devons appliquer pour attribuer les autorisations d'émettre, pour attribuer les fréquences. C'est notamment, bien évidemment, au premier chef le pluralisme, c'est naturellement au premier chef l'intérêt du téléspectateur, mais le non-respect par un éditeur de ses obligations est un paramètre que le régulateur peut tout à fait prendre en compte dans son processus de décision.
Puisque ce thème a été évoqué sur l'appel à candidature qui vient, donc je rappelle que bien évidemment la décision qu'on prendra sera prise en toute indépendance, en toute impartialité, en toute collégialité, en transparence absolue. Toutes les étapes de cette procédure sont transparentes. Consultation publique, je l'ai dit, nous allons rendre les conclusions, la synthèse de cette consultation publique dans quelques jours. Étude d'impact, je l'ai dit, elle sera publiée avant la fin de l'année. Appel à candidature, il interviendra au début de l'année prochaine. Je l'ai dit, l'appel à candidature sera publié. Audition publique des candidats, comme son nom l'indique, c'est une audition publique. Publication, bien évidemment, de la liste des candidats présélectionnés au terme de l'instruction de leur dossier de candidature et des auditions. Et puis, bien évidemment, les décisions d'autorisation et les conventions que nous sommes amenés à conclure sont rendues publiques. Le calendrier nous amènera à boucler ce dossier à l'automne 2024, avec un appel à candidature qui sera lancé début 24, remise des dossiers, le temps nécessaire aux candidats pour formuler leur dossier, audition publique, analyse des dossiers, choix des candidats, attribution, négociation des conventions, délivrance des autorisations et signature des conventions. C'est une étape importante. Je réponds, puisque la question m'a été posée par plusieurs d'entre vous. Cet appel à candidature est l'occasion de repartir d'une feuille blanche. Donc les candidats représentent un dossier, l'autorisation tombe, les fréquences sont libérées, et donc on lance un appel à candidature sur ces 15 fréquences. Les candidats présentent des dossiers, ils sont libres de présenter leur dossier. Ce n'est pas l'ARCOM qui fixe un cahier des charges, c'est la liberté de communication qui prime, la liberté éditoriale, la liberté du commerce et de l'industrie. Donc ils présentent leur dossier. Nous avons par contre des critères posés par la loi pour les choisir. Au premier chef, le pluralisme et bien évidemment l'intérêt du spectateur, l'équilibre économique du projet, ça va sans dire. Mais c'est l'occasion de repartir d'une feuille blanche et à cette occasion-là, nous revoyons les termes des conventions. Je réponds très précisément à votre question. Donc si vous regardez, puisque nous avons eu récemment le cas de TF1 et M6, qui nous a beaucoup occupé, la convention de TF1, la convention d'M6 a été revue. Nous avons agréé tout récemment le changement de contrôle d'Europe 1 avec la commandite dont le gérant est monsieur Arnaud Lagardère. Donc c'est un changement de contrôle de l'entité Europe 1. À cette occasion, nous avons revu les termes de la convention sur de nombreux points pour prendre en compte l'évolution du paysage, pour prendre en compte l'évolution du cadre législatif, pour prendre en compte aussi ce qu'en tant que régulateur, nous avons été amenés à observer au cours des années écoulées. Monsieur Brisson, sur les services d'intérêt généraux, c'est un dossier qui est bien évidemment très important, qui est très attendu par le secteur. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, quand vous achetez une télévision, si cela vous arrive cet après-midi, vous achèterez un téléviseur généralement fabriqué en Asie par un constructeur qui a lui-même conclu des accords avec des fournisseurs de contenu. Et quand vous ouvrez votre écran, vous verrez apparaître en priorité des applications qui correspondent à des services payants. Netflix, Amazon, Disney, peut-être Canal+, mais vous ne verrez pas apparaître la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et vos chaînes de télévision favorites. Vous les retrouverez, bien évidemment, mais ça supposera une petite manipulation sur votre téléviseur. Comme je le disais, le téléspectateur moyen est très jeune, mais il est quand même moins jeune qu'il n'était autrefois. Et donc, si on ne prend pas garde, il y a un risque que nos opérateurs traditionnels soient moins bien exposés que d'autres acteurs. D'où cette notion de services d'intérêt généraux prévue par une directive européenne qui est transposée dans le droit français, qui permet d'imposer à ces acteurs une exposition privilégiée du service public, vous l'avez cité, mais aussi d'autres acteurs, la loi le dit clairement, des acteurs notamment du secteur privé. Et il revient au régulateur d'arrêter la liste de ces services d'intérêt généraux et de fixer les modalités d'accès à ces contenus. Alors, il est vrai que cette évolution du paysage percute les fournisseurs d'accès, percute les distributeurs, vous avez raison de le dire. Le développement des téléviseurs connectés fait que le modèle des box
est en train d'évoluer. C'est un modèle très présent en France. On accède beaucoup à la télévision par l'intermédiaire des box dans notre pays. Mais ce qui est en train de se développer de plus en plus, c'est l'accès direct via Internet sans passer par la médiation d'une box. Et donc le modèle économique des distributeurs, vous avez raison de le dire, est bien évidemment percuté potentiellement par cette évolution. Donc on est bien sûr en dialogue étroit avec l'ARCEP. Je rappelle qu'on a des liens très, très confiants avec cette autorité. Lorsque j'ai pris la présidence de l'ARCOM, on a signé une convention avec l'ARCEP, on a créé un service commun. Donc on réunit régulièrement nos deux collèges ensemble. Et donc c'est des sujets dont on s'entretient avec l'ARCEP pour trouver des points d'équilibre. En tout cas, la question que vous évoquez fait partie de nos paramètres de réflexion. Sur le DAB+, question qui m'a été posée par Madame Robert, nous sommes très attentifs à l'équilibre de notre paysage audiovisuel. On a la chance dans notre pays d'avoir un paysage extrêmement dense, plus de 1000 radios, considérables, des radios nationales, des radios locales, des radios publiques, des radios privées, des radios associatives, des radios généralistes, des radios musicales. Et donc cette richesse, cette diversité de notre paysage, on est très attentif à le reproduire sur le DAB. Et donc les radios associatives, bien évidemment, auront une place au même titre que sur la bande FM. On est très attentif dans nos décisions, dans tous les appels à candidature qu'on prononce. Mais c'est l'occasion de redire devant vous l'importance qui s'attache à accompagner ces acteurs dans cette phase de déploiement du DAB+, et notamment les associatifs, qui supportent effectivement un coût de double diffusion, qui est lourd pour ces petites radios qui ont peu de ressources, elles n'ont que peu accès à la ressource publicitaire du fait de l'encadrement juridique qui s'applique à eux. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique prévoit depuis cette année un petit bonus au bénéfice de ces radios pour la double diffusion. Nous sommes favorables, nous le dirons dans le livre blanc, à ce que cet accompagnement de l'État, qui ne sera pas de nature à creuser de façon définitive un déficit déjà considérable des finances de l'État, soit encouragé. Sur Frenchy Shore, c'est un programme, en réalité, c'est un format qui est diffusé déjà depuis 15 ans. Il est diffusé par des SMAD, des services de médias à la demande. Il portait d'autres formats, une appellation différente autrefois, il s'appelait Jersey Shore. C'est passé plutôt sur l'île de Jersey. C'est effectivement un service qui est porté par un service qui est hors du territoire français, qui relève de la compétence du régulateur tchèque pour l'un et du régulateur berlinois pour l'autre. Nous avons bien évidemment, dès qu'on a été sensibilisé à cette question, nous sommes intervenus, j'ai saisi mes deux homologues des deux pays qui mènent une enquête sur les deux services MTV d'une part et Paramount Plus d'autre part. On a eu encore des échanges hier, donc cette instruction est en cours pour s'assurer du fait qu'ils se conforment à la réglementation telle qu'elle est en vigueur, notamment la directive service médias audiovisuels. Le problème, c'est surtout les réseaux sociaux dans cette affaire-là, parce que ce qui a posé problème, c'est le fait que les contenus en l'espèce, qui sont des contenus interdits au moins de 16 ans pour l'un, moins de 18 ans pour l'autre, suivant le pays concerné. Le problème, c'est que ces contenus, effectivement, étaient viralisés sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes intervenus auprès de ces plateformes, aussi bien TikTok, X, Meta, qui ont eux-mêmes accéléré leur modération de ces contenus. Et on est vraiment typiquement dans le cas de la régulation des réseaux sociaux. C'est vraiment ça ce qui est au cœur du débat. Et donc, c'est la question du déploiement du DSA qui permettra de mieux répondre à cette question. Sur les sites pornographiques, je veux redire ici, puisque vous m'interrogez là-dessus, que l'ARCOM n'a pas ménagé depuis la loi de 2020 et l'amendement qui a été porté par la sénatrice Mercier ici, au titre de la loi sur les violences conjugales, l'ARCOM n'a pas ménagé sa peine. Dès la mise en œuvre de ce texte de loi, je rappelle que nous avons prononcé des mises en demeure sur les sites, nous avons saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander le blocage
des principaux sites que nous avons ciblés et que nous sommes toujours en attente d'une décision du juge, 3 ans après. Donc l'ARCOM a rempli son office. Voilà. Donc, alors maintenant, il y a un nouveau texte qui est porté par le gouvernement, qui n'est pas encore voté, qui entrera en vigueur. Ce texte prévoit effectivement l'élaboration d'un référentiel. Ce référentiel est prêt. Nous avons déjà, par anticipation sur ce texte de loi, je réponds à votre question, préparé un texte qui est élaboré conjointement avec la CNIL, conformément au texte de la loi. Et par rapport au délai de 2 mois, quand la loi sera promulguée, nous serons en situation de le faire. Je souligne, puisque Madame Morin-Desailly, qui connaît ces sujets mieux que nous tous, que le récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est quand même un coup de tonnerre dans notre ciel, pour nous tous, et y compris pour les législateurs nationaux que vous êtes. C'est un arrêt qui semble mettre, il est en cours d'expertise, d'analyse, et on verra exactement l'application qu'en est faite, y compris pour le projet de loi SREN que vous avez évoqué, qui semble limiter les capacités d'intervention d'un État à l'égard d'acteurs, avec des mesures de portée générale, à l'égard d'acteurs membres qui sont sur le territoire de l'Union, mais hors de notre territoire, puisque le principe fondamental du droit de l'Union, vous le savez, c'est celui du pays d'origine. Ce sujet est en cours d'expertise, mais il est probable, je ne sais pas quelle est la lecture qui en est faite par les services du Sénat et les parlementaires que vous êtes, mais il est probable que le texte du projet de loi SREN devra s'adapter. La Commission européenne a déjà elle-même formulé des observations à l'égard de la France sur plusieurs de ces initiatives législatives. En tout cas, c'est un arrêt à portée extrêmement forte dans notre paysage et qui sera, à mon sens, tout de même lourd de conséquences pour les années à venir. L'intelligence artificielle que vous avez évoquée pour plusieurs d'entre vous, c'est bien évidemment un sujet que nous regardons de près. D'abord, nous le regardons pour nous-mêmes. On est en train d'étudier la manière dont nous pourrions nous-mêmes utiliser l'intelligence artificielle dans l'exercice de nos missions, puisque nous avons un certain nombre de processus qui font appel à des traitements de données, bien évidemment, et on voit bien l'utilité que ces outils pourraient avoir au service de la régulation. Mais nous regardons attentivement ce qui se passe pour le secteur sur 2 points qui méritent à l'évidence attention. D'abord, la protection du droit d'auteur. L'intelligence artificielle travaille avec des données de masse qui sont, pour beaucoup d'entre elles, protégées par le droit d'auteur. Comment ce qui est produit par l'intelligence artificielle, à partir de ces données, protège le droit des auteurs et les droits voisins de ces auteurs. C'est une question centrale, très complexe, mais qui mérite effectivement une très grande attention. Et puis, la question de l'information. Alors, on voit à la fois bien le progrès que ces outils peuvent apporter pour vérifier, on parlait d'ingérence étrangère tout à l'heure, pour vérifier la véracité de certaines données. Est-ce qu'une image qui est véhiculée a été produite par de l'intelligence artificielle est une fake news, une infox ou pas? Donc il peut y avoir un côté très positif dans les outils. En même temps, on voit bien l'aspect, les capacités absolument phénoménales de création de fausses informations, de manipulation d'informations et d'ingérence potentielle. Donc de ce point de vue-là, je vous réponds, monsieur le sénateur Ouzoulias, moi je pense que la régulation européenne est une bonne étape. C'est un filet minimum, je dirais, qui ne bride pas en tant que tel l'innovation. Et l'innovation européenne, il y a des entreprises françaises l'expriment, pourra se déployer, mais qui assure un filet de sécurité minimum. Il sera toujours temps d'adapter cette réglementation à l'évolution des choses. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, puisqu'on est en fin de mandat de cette Commission européenne, il faut tout de même saluer les initiatives de cette Commission européenne sur le mandat qui se termine, en tout cas pour le secteur qui nous intéresse, entre la directive services médias audiovisuels, la directive droit d'auteur, le règlement sur les services numériques, le DMA, le texte en cours qui sera adopté avant la fin du présent mandat sur la liberté des médias en Europe. On n'était pas habitué à ça. Pendant de nombreuses années, pour le champ audiovisuel et culturel, la Commission européenne était l'empêcheur de tourner en rond.
Et on a enfin l'impression d'une Europe qui prend conscience qu'elle a des intérêts à protéger, qu'elle a des intérêts à défendre, et que notre exception culturelle européenne mérite aussi d'être protégée. J'espère que ce point sera pris en compte dans les débats à venir pour les échéances qui nous attendent. J'ai sûrement oublié des choses. L'audiovisuel public et la matinale de TF1. Alors, l'idée d'avoir une matinale n'était pas présentée en tant que telle dans le dossier de candidature du groupe TF1 tel qu'il nous avait été présenté. Mais en même temps, les dossiers de candidature présentent une maquette générale, un format général de chaîne. Ils ne présentent pas une grille minute par minute de ce qui va se dérouler pendant les 10 ans de l'autorisation, puisque l'autorisation, c'est un engagement que prend l'éditeur vis-à-vis du régulateur. Il y a une série d'obligations qui résultent des engagements qui sont pris, mais un ajustement de grille, bien évidemment, est toujours possible. Et tous les éditeurs modifient leur grille. France Télévisions modifie ces programmes locaux en ce moment. Il y a des programmes qui apparaissent, des programmes qui disparaissent. C'est la vie quotidienne. Et le changement des grilles n'est pas soumis en tant que tel à l'approbation du régulateur. Ce qui est soumis à notre contrôle, par contre, c'est les obligations du régulateur. Et s'agissant de TF1, TF1 a des engagements et des obligations en matière de programmes jeunesse, et notamment des programmes d'animation, dont une partie, vous le savez, est diffusée le matin. Et donc le régulateur a fait savoir à TF1, et nous avons auditionné d'ailleurs TF1 la semaine dernière, que nous serions très attentifs au respect de cette obligation. C'est une obligation récente, la convention de TF1 vient d'être signée, et donc le régulateur, je le dis très nettement, sera très vigilant sur le respect de cette obligation-là. Voilà, maintenant qu'il y ait une offre d'information supplémentaire le matin, participe aussi du pluralisme du débat, le pluralisme de l'offre dans les médias. Sur le service public, bon, je crois que j'ai répondu rapidement tout à l'heure. Donc on attend les conclusions de cette mission d'inspection qui devra définir les objectifs attendus et les indicateurs permettant de mesurer les progrès. L'ARCOM est tout à fait prêt à être, au titre des avis qu'elle rend tous les ans sur les contrats d'objectifs, à examiner si les objectifs attendus et les indicateurs sont bien remplis. Encore faut-il, j'insiste là-dessus, que les indicateurs soient suffisamment clairs, suffisamment précis. J'ai sûrement oublié quelque chose. Il y a l'Ocapost, peut-être il y avait une question sur l'expérimentation d'Ocapost. Il y a une question sur le double anonymat, effectivement, qui m'a été posée. Donc le double anonymat, effectivement, il y a des expérimentations qui sont en cours, qui sont conduites par le gouvernement. Bon, c'est une exigence qui est posée par la CNIL, vous savez, au titre de la protection des données. C'est bien évidemment le dispositif le plus sûr, c'est de faire en sorte voilà, qu'il y ait une protection des données des personnes. Il y a d'autres options qui pourront être envisagées et que le référentiel auquel qu'on a évoqué tout à l'heure mentionnera, qui est aussi l'utilisation de la carte bancaire, qui peut être une option possible d'accès avec une transaction à 0 euros, du moins à court terme, en attendant que le marché, ce qui se produira, je pense quand même, tôt ou tard, que le marché arrive à produire une technologie permettant de reconnaître, sans avoir accès aux données, de reconnaître l'âge de la personne qui se connecte. Donc en tout cas, notre référentiel fera bien sûr référence au principe du double anonymat, mais ouvrira l'option, au moins de façon transitoire et à court terme, sur la carte de crédit. Madame Morin-Desailly, merci de votre soutien à l'appui de nos moyens. Il faudra aller en marchant, mais bon, c'est mes successeurs qui viendront plaider leur cause, je pense, devant le Parlement en temps et heure. On a obtenu donc des emplois supplémentaires en 2023, en 2024, qui permet de monter en puissance, de recruter de nouveaux profils.
On réfléchit aussi à la modernisation de nos outils. Je parlais d'intelligence artificielle qui probablement sur certains métiers peut nous permettre de dégager des marges de manœuvre pour redéployer nos ressources. Mais c'est sûr qu'il faudra qu'on y soit attentif dans les années qui viennent, puisque nos missions, grâce à vous, et nous y voyons un signe de votre confiance, se sont considérablement élargies depuis 5 ans. Pardon d'avoir été un peu long dans mes réponses. Non, mais merci, Monsieur le Président, de ces réponses très précises et complètes, comme vous avez l'habitude de le faire devant notre commission. Je crois que c'est une semaine chargée pour vous, en tout cas du point de vue du dialogue avec le Parlement. Donc, c'est une bonne semaine et nous étions heureux d'avoir cet échange serein et constructif, comme nous l'avons toujours eu ici avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous tous.